Vous vous trouvez sur le pont d'un cargo en plein milieu de l'Atlantique Nord. Janvier. Tempête. Les vagues atteignent 10 à 12 mètres. C'est sérieux, mais pas extrême. Le navire est conçu pour de telles conditions. Il tangue, se redresse, plonge son nez dans l'eau, puis émerge. C'est la routine d'une traversée hivernale. L'officier de quart est habitué. Le pilote automatique maintient le cap. Le radar affiche une image classique. Des échos chaotiques des vagues dans un rayon de quelques milles. Rien d'inhabituel. Et soudain, devant vous, un mur. Pas une vague, un mur d'eau. Vertical, sombre, avec une crête mousseuse à une hauteur qui ne devrait pas être ici. 25 mètres, 30. La hauteur d'un immeuble de 9 étages. Une vague au milieu d'une tempête de 10 mètres. Elle ne s'intègre pas dans le paysage ondulant environnant. Elle n'a pas de prédécesseur. Il n'y a pas de série croissante devant elle. Elle est apparue de nulle part. Dans quelques secondes, elle frappera le navire. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La vague tueuse n'est pas simplement une très grande vague. Ce n'est pas le haut de la distribution normale. C'est une anomalie. Une vague dont la hauteur dépasse de 2 fois ou plus la hauteur significative des vagues environnantes. Elle perturbe les modèles statistiques sur lesquels repose toute l'ingénierie maritime. De la résistance de la coque à la hauteur du franc-bord, du calcul des fixations de la cargaison de pont à la conception des plateformes pétrolières. Un navire naviguant dans une tempête de 12 mètres est conçu pour des vagues de 12 mètres, avec une marge de sécurité. Sa coque, ses fixations, sa stabilité sont calculées pour un maximum donné. Et lorsque, au milieu de cette tempête, surgit soudainement une vague de 25 mètres, le navire se retrouve dans des conditions que nul ingénieur, aucun registre, aucun modèle de calcul n'avait prévues. Les forces agissant sur la structure dépassent de loin les estimations. En quelques secondes. C'est pourquoi des navires disparaissent. Pas coulent dans la tempête, disparaissent. Sans signal de détresse, sans débris, sans trace. L'équipage n'a pas le temps de transmettre quoi que ce soit, car le temps entre la détection de la vague et l'impact est inférieur à 1 minute, parfois même moins de 20 secondes. Aujourd'hui, nous allons explorer la physique de la vague tueuse. D'où elle vient, pourquoi elle est impossible à prédire, ce qu'elle fait au navire, et pourquoi l'équilibre entre la résistance des navires et l'économie du transport maritime mondial laisse la flotte vulnérable face à un phénomène qui, il y a seulement 30 ans, était considéré comme une légende de marins. Commençons par définir ce qu'est une vague océanique ordinaire. La surface de l'océan est une superposition de milliers de vagues à la fois. Des vagues de différentes longueurs, de différentes hauteurs, de différentes directions, générées par différentes tempêtes dans diverses parties de l'océan. Elles se superposent, s'additionnent et se soustraient, créant une image chaotique mais statistiquement prévisible. Le concept clé ici est la hauteur significative des vagues, désignée par HS. C'est la hauteur moyenne d'un tiers des vagues les plus hautes dans un champ de vagues donné. Si HS est de 10 mètres, c'est une tempête sérieuse, mais attendue pour l'hiver dans l'Atlantique Nord. Dans une telle tempête, certaines vagues peuvent atteindre 13 à 15 mètres. Cela s'inscrit dans la distribution normale de Rayleigh, un modèle mathématique qui décrit la probabilité d'apparition de vagues de différentes hauteurs. Selon le modèle de Rayleigh, une vague 2 fois plus haute que HS, soit 20 mètres dans une tempête de 10 mètres, devrait se produire environ 1 fois tous les 10 000 vagues. C'est rare, mais théoriquement possible. Les ingénieurs prennent cette probabilité en compte lors de la conception. Mais voici le problème. Les observations réelles montrent que les vagues dépassant de manière significative le double de HS se produisent beaucoup plus fréquemment que ne le prédit le modèle de Rayleigh. Pas 10 fois plus souvent. Dans certaines conditions, des ordres de grandeur, des vagues de 25 à 30 mètres dans une agitation de 12 mètres, ne sont pas une simple anomalie statistique. C'est un phénomène distinct, régi par une autre physique. Jusqu'en 1995, la communauté scientifique était sceptique à l'égard des vagues tueuses.
Les marins racontaient des histoires de murs d'eau de 30 mètres. Les scientifiques répondaient « Selon les statistiques, une telle vague pourrait survenir une fois tous les 10 000 ans. Vous exagérez ?» Le 1er janvier 1995, tout a changé. La plateforme pétrolière Droner, en mer du Nord, a enregistré une vague à l'aide d'un altimètre laser. Sa hauteur, 25,6 mètres. La hauteur des vagues environnantes était d'environ 12 mètres. Le rapport, plus de 2 pour 1. Une mesure instrumentale, indiscutable. La vague de Droner a transformé une légende de marin en un fait scientifique. D'où viennent-elles? Pourquoi l'océan, qui obéit à des lois statistiques, engendre-t-il soudainement une vague qui les enfreint? Plusieurs mécanismes existent, mais aucun d'eux, pris isolément, n'explique toutes les observations. Le premier mécanisme est la superposition constructive. Plusieurs groupes de vagues de longueur et de direction différentes convergent en un seul point. Se synchronisant, leurs amplitudes s'additionnent. À un instant donné, une vague surgit, dépassant le tumulte ambiant de 2 à 3 fois. C'est comme si 10 voix, parlant en même temps, prononçaient un seul son à l'unisson pendant une fraction de seconde. Un pic instantané, et il disparaît en quelques dizaines de secondes. Ce mécanisme explique les rares pics isolés, mais il ne rend pas compte de leur fréquence, qui dépasse les prévisions de la théorie linéaire. Le second mécanisme est l'interaction non linéaire, ou l'instabilité modulatoire. C'est un processus plus profond. À des amplitudes élevées, les vagues cessent d'être indépendantes. Elles commencent à interagir, échangeant de l'énergie. L'énergie se redistribue de nombreuses vagues moyennes vers quelques vagues extrêmes. Une vague aspire littéralement l'énergie de ses voisines, atteignant une hauteur anormale grâce au champ ondulatoire environnant. Ce processus est décrit par l'équation non linéaire de Schrödinger, le même cadre mathématique utilisé en physique quantique pour décrire le comportement des particules. Les vagues océaniques et les particules quantiques obéissent à une même mathématique, un fait qui continue d'étonner les physiciens. Le troisième mécanisme est l'interaction avec les courants. Lorsque les vagues se déplacent à contre-courant d'un fort courant océanique, le Gulf Stream, le courant des Agulhas, le Kuroshio, leur longueur diminue tandis que leur hauteur augmente brusquement. L'énergie de la vague, répartie sur un long profil doux, se concentre sur un profil court et raide. Le courant agit comme une lentille, focalisant l'énergie des vagues dans une zone étroite. La côte sud-est de l'Afrique du Sud, où le puissant courant des Agulhas rencontre les vagues tempétueuses de l'océan austral, est l'un des endroits les plus dangereux de la planète pour cette raison. Des dizaines de navires y ont subi de graves dommages à cause de vagues anormalement raides et hautes. Maintenant, que fait une vague tueuse à un navire? Un navire de commerce moderne est conçu pour un certain niveau de houle calculé. Pour l'Atlantique Nord, la hauteur significative des vagues est de 11 à 12 mètres, avec un maximum prévisible d'ondes individuelles d'environ 20 mètres. La coque, les fixations, les superstructures, tout est conçu pour supporter des charges spécifiques avec une marge de sécurité réglementaire. Une vague tueuse de 25 mètres dépasse ses limites. Voici ce qui se passe alors. Premièrement, il y a la pression de l'impact, le slamming. Le crête s'abat sur la coque. La pression atteint 100 tonnes ou plus par mètre carré. Un instant d'impulsion, une fraction de seconde, mais cela suffit pour déformer des plaques d'acier de 30 mm d'épaisseur. La superstructure avant se plie comme du carton. Le franc-bord, la barrière en acier du pont, est arraché. Les équipements de pont sont déracinés de leur fondation et projetés sur le pont. Deuxièmement, il y a l'eau verte. Une vague de 25 mètres déborde sur le pont d'un navire dont le franc-bord est de 15 mètres. Ce ne sont pas des éclaboussures ni de la mousse, c'est une masse d'eau continue, des milliers de tonnes, d'une épaisseur de plusieurs mètres, se déplaçant horizontalement à la vitesse de la vague elle-même. Elle inonde le pont de la proue à la superstructure, exerçant une pression sur les couvercles des écoutilles
d'une force pour laquelle ils n'ont pas été conçus. Le couvercle de l'écoutille de la cale, une structure en plaques d'acier et en nervures de rigidité, est conçu pour une charge répartie spécifique. L'impact de l'eau verte génère une charge dynamique qui dépasse de 10 fois ou plus la charge statique calculée. Si le couvercle ne résiste pas, se déforme, perd son étanchéité, l'eau pénètre dans la cale. La cale se remplit. Perte de flottabilité, déplacement du centre de gravité, perte de stabilité. Troisièmement, il y a le moment de flexion extrême. Un navire océanique de 300 à 400 mètres de long est, en essence, une poutre reposant sur les vagues. Lorsqu'une longue vague passe le long de la coque, une partie du navire est soutenue par le crête, tandis que l'autre s'affaisse au-dessus du creux. La coque se plie. C'est une charge normale. Les ingénieurs l'appellent hogging et sagging, fléchissement et courbure. Et la coque est conçue pour cela. Mais la raideur de la vague meurtrière, le rapport entre la hauteur et la longueur, est anormalement élevé. Elle crée un décalage extrême de hauteur sur une courte distance. La proue du navire peut se retrouver au sommet d'une crête de 25 mètres, tandis que le milieu de la coque se trouve dans le creux. Le moment de flexion à la section moyenne dépasse les calculs prévus. Les liaisons de pont, la poutre supérieure de cette poutre en acier, subissent une charge de traction supérieure à la limite d'élasticité de l'acier. Une déformation plastique commence. Si la charge ne diminue pas, une fissure se forme. La fissure dans le pont se propage le long du flanc. La coque perd sa résistance. Le navire se brise. Le cargo MV Derbyshire, année 1980. 169 000 tonnes de porc en lourd. 44 membres d'équipage. Le plus grand navire de commerce britannique de son époque. Il a disparu sans laisser de traces dans le typhon Orchid, au sud du Japon. Aucun signal de détresse. Aucun débris à la surface. Aucune tache d'huile. Comme si un navire de 294 mètres avait tout simplement cessé d'exister. Une enquête qui a duré 20 ans et nécessité 2 expéditions en profondeur avec des sous-marins a finalement reconstitué le tableau. Une vague extrême, ou une série de vagues, a détruit les conduits de ventilation avant et les couvercles des écoutilles de la proue. L'eau a afflué dans les compartiments avant. La proue s'est alourdie. Le navire a perdu sa résistance longitudinale et s'est brisé. La plus grande perte d'un navire de commerce britannique en temps de paix. MV Estonia, année 1994. Un ferry sur la route Tallinn-Stockholm. 852 personnes ont péri, l'une des plus grandes catastrophes maritimes en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Le visière avant, une massive porte en acier fermant la rampe de chargement, a été arrachée par les vagues extrêmes de la mer Baltique. L'eau a envahi le pont automobile. Des milliers de tonnes d'eau, se déversant librement d'un bord à l'autre, ont anéanti la stabilité en quelques minutes. Le ferry s'est renversé et a coulé plus vite que la plupart des passagers n'ont pu atteindre les dispositifs de sauvetage. Mais ici se pose une question. Si les vagues meurtrières sont réelles, pourquoi ne pas construire des navires capables de résister à n'importe quelle vague? C'est ici que l'économie de la navigation mondiale commence à faire face à des obstacles. Chaque millimètre d'épaisseur supplémentaire de la coque représente des milliers de tonnes d'acier sur un grand navire. Des milliers de tonnes, un tirant d'eau supplémentaire, une consommation de carburant accrue pour chaque voyage, une diminution de la capacité de charge. Un navire conçu pour des vagues de 30 mètres sera plus lourd, plus coûteux à construire et moins efficace en exploitation qu'un navire conçu pour des vagues de 20 mètres. La différence de coût de construction se chiffre en dizaines de millions de dollars. La différence de consommation de carburant en millions par an. Pour une flotte de 50 000 navires de commerce, un chiffre qui rend impossible le commerce mondial. La question clé est la probabilité. Une vague de 25 mètres peut ne jamais croiser un navire au cours de sa vie de 30 ans, ou elle peut se manifester dès le premier voyage. Les normes de conception
repose sur une approche probabiliste. La structure est conçue pour supporter des charges avec une certaine probabilité de dépassement durant sa durée de vie. La vague tueuse, quant à elle, échappe à ces calculs. Elle se situe dans une zone où la probabilité est faible, mais les conséquences sont catastrophiques. C'est un compromis conscient. Concevoir chaque navire pour le pire scénario imaginable rendrait le commerce mondial non rentable. Concevoir pour la moyenne signifie accepter qu'un certain pourcentage de navires sera confronté à des charges extrêmes et qu'un certain pourcentage d'entre eux périra. Revenons maintenant sur le pont. Tempête, Atlantique. Vous percevez cette tempête différemment. Derrière la surface chaotique se cache une physique non linéaire, capable de générer à tout moment un mur d'eau qui dépassera tout ce pourquoi votre navire a été conçu. Vous ne pouvez pas la prédire. Aucun modèle ne permet de prévoir une vague tueuse à un endroit précis de l'océan. Vous ne pouvez pas la voir sur le radar. Elle apparaît à 1 ou 2 milles de distance et à une vitesse de 15 nœuds. Cela vous laisse moins de 5 minutes pour réagir. Vous ne pouvez pas construire un navire qui la supporterait à coup sûr. Cela rendrait le commerce mondial non rentable. Tout ce que vous pouvez faire, c'est comprendre le corridor dans lequel évolue votre navire. La hauteur maximale des vagues pour le nord de l'Atlantique est d'environ 20 mètres. La marge de sécurité de la coque est de 20 à 30% au-dessus de cette estimation. Cela permet de résister à une vague unique allant jusqu'à 24 ou 26 mètres sans subir de dommages critiques. Au-delà, c'est la zone d'incertitude. Une zone où les calculs d'ingénierie s'achèvent et où commence la statistique des pertes. Et dans ce corridor se cachent des lignes de défense invisibles, dont les passagers et les expéditeurs n'ont aucune idée. Les capteurs de déformation, installés dans des sections critiques de la coque, montrent au capitaine les charges de flexion en temps réel sur l'écran du pont. Si les valeurs approchent des limites acceptables, le cap et la vitesse sont ajustés immédiatement, avant même que le métal ne commence à fatiguer. Les altimètres satellites mesurent la hauteur des vagues depuis l'orbite et transmettent les données au centre de planification des itinéraires. Les systèmes de routage météorologique tracent des parcours évitant les zones à risque accru, des zones de fort courant, des zones de convergence des systèmes de vagues, des régions avec une pente de vagues anormalement élevée. Ce n'est pas une garantie de sécurité, mais chaque degré de changement de cap, chaque nœud de vitesse réduite, représente un déplacement de la probabilité en faveur de la survie. Une accumulation de petites décisions qui, ensemble, sauvent des navires. Et c'est là, je crois, que réside la beauté troublante de l'ingénierie océanique. Un navire dans l'océan n'est pas un objet protégé par une marge de sécurité absolue. C'est une structure qui évolue dans un espace probabiliste, conçue pour ce qui est le plus probable, mais pas pour ce qui pourrait se produire dans le pire des cas. Car le pire des cas, un mur d'eau de 30 mètres surgissant de nulle part en 20 secondes, rendrait chaque navire sur la planète inabordable et excessivement lourd. Chaque vaisseau traversant l'océan porte ce compromis silencieux entre la solidité et le coût, entre la sécurité et l'économie, entre ce que nous pouvons calculer et ce que l'océan peut générer. Et chaque voyage qui se termine avec succès n'est pas un coup de chance. Cela signifie que l'équilibre a fonctionné cette fois-ci. Et voilà sur quoi je me suis interrogé. Nous avons parlé des vagues qui attaquent le navire de l'extérieur. Mais il existe une menace qui mûrit à l'intérieur de la coque pendant des années. La corrosion, les fissures de fatigue, la perte invisible d'épaisseur de l'acier. Un processus qui, en 20 ans, transforme une structure robuste en une coquille fragile. Comment un navire vieillit-il et pourquoi des navires ayant passé tous les contrôles se brisent parfois en deux? J'ai réalisé une vidéo distincte pour examiner cela en détail. Vous la trouverez sur la chaîne.